Bonjour, c'est un événement et j'ai le plaisir d'être avec l'historien Reynald Secher. Vos livres, Reynald Secher, sont des références dans le domaine des travaux que vous avez menés pendant des décennies sur la vérité, sur la Vendée, sur ce qui s'est passé. Mais là, nous n'allons pas parler de la Vendée, nous allons parler de la Bretagne. Et vous êtes breton en plus, Reynald Secher. Voilà. Je suis plutôt vendéen en fait. Je suis à la fois breton et vendéen. Ce sont deux identités très très différentes. Et on a tendance, vu de Paris, à globaliser. Il ne faut pas globaliser. C'est vraiment deux histoires différentes. Et chacun de ces pays s'est heurté de manière différente au totalitarisme d'État. Et je voulais quand même dire que vos travaux sur la Vendée, ça a été l'œuvre de votre vie, mais pas en vain. Parce que maintenant, même la classe politique a conscience de ce qui s'est passé. Alors oui, effectivement, mais ce n'est pas seulement français. Je passe beaucoup de temps à l'étranger, notamment dans les pays de l'Est. Et Stéphane Courtois vient de sortir un livre sur Lénine aux éditions Perrin, où il explique très très bien ça. Sujet qu'il connaît bien. Sujet qu'il connaît très bien. Lui aussi a fait l'œuvre de sa vie contre le communisme, a dénoncé les crimes du communisme. Et venant lui-même de l'appareil, c'est ça qui est incroyable. Et en fait, à l'Est, ils ont compris la filiation directe qu'il y a entre la Révolution française, la terreur, et ce qui leur est arrivé. Je suis allé tout dernièrement à un colloque international à Danz, et les Polonais m'ont fait l'honneur de m'accueillir au sein de leur musée historique. D'ailleurs, je conseille d'aller à Danz. C'est une ville extraordinaire. On a toujours tendance à croire. Le chantier naval, la Valaisa, il doit faire gris, sombre, il pleut tout le temps. C'est vraiment extraordinaire. Et ils ont construit de toutes pièces un musée sur la Seconde Guerre mondiale. Et à un moment donné, on rentre par une espèce de porche qui nous fait traverser le mot terreur. Et la filiation est là. Et c'est vraiment extraordinaire. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait un certain nombre d'universitaires de Cracovie, de Varsovie, etc. Et tout le monde hurlait justement leur souffrance. Ils expliquaient aux personnes qui étaient là la filiation directe. Et moi, je leur expliquais évidemment ce qui s'était passé entre le comité de salut public, l'Assemblée nationale, la Convention et le local, parce qu'on parle toujours de la Vendée, mais il y a tout le reste de la France qui a été fracassé par la terreur. Mais ça, c'est encore à étudier. Reynald Secher, vous publiez un livre, je ne dis pas un roman, volontairement, Le Miroir sans retour, aux éditions du Rocher, présenté par votre éditeur comme un roman historique, mais en réalité, c'est une étude, c'est une biographie, vous nous plongez dans l'histoire de la Révolution, mais cette fois-ci en Bretagne, avec des éléments, les personnages sont réels. Mais vous avez voulu jouer et faire ça sous la forme d'un roman, finalement. Peut-être parce que c'est plus facile à lire, si c'est un travail plus universitaire. Alors, oui et non. C'est un peu complexe comme réponse. En fait, pour comprendre la mécanique de la terreur, j'ai fait ce qu'on appelle un carottage avec la chapelle Basse-Mère. Il y a le avant et le après pour l'étude scientifique sur la Vendée. Le problème, c'est que c'est un sujet tabou à l'université. Nous sommes dans le cadre d'une science molle, l'histoire, qui n'est pas une science exacte et qui n'a pas de méthodologie propre. Bien. Donc à chaque sujet, il faut créer une méthodologie spécifique. Et on a besoin d'un laboratoire, et en l'occurrence, ça a été la chapelle Basse-Mère. Je suis passé de la chapelle Basse-Mère à la macro-région, c'est-à-dire la Vendée militaire, pour expliquer que rien n'avait été dérapage, rien n'avait été vain, ça avait été de l'initiative de politiques locaux, etc. Rien. C'est une mécanique d'État pensée au plus haut niveau de l'État, en l'occurrence au niveau du comité de salut public. On ne se rend pas compte de la révolution que c'est dans la pensée intellectuelle. C'est que jusque dans les années 1985, on avait fait croire que le comité de salut public n'était que le bras armé de la Convention. Alors que c'est exactement l'inverse. C'est le comité de salut public, les 12, en conscience partagée, qui conceptualise, met en œuvre le système de terreur. Et en fait, la Chambre a deux objets,
globalement elle avalise, et chaque député doit aller sur le terrain, non seulement vérifier que ce qui a été décidé a bien été appliqué, mais en plus vont participer à l'œuvre. Et puis après, j'ai étudié toutes les conséquences au niveau planétaire. Restait le micro, l'homme. C'est-à-dire que la question de fond est la suivante. Qu'est-ce qui fait qu'un individu policé, dans un pays policé, nous sommes à une avancée civilisationnelle incroyable à la fin du XVIIIe siècle. On est la première puissance mondiale. Première puissance mondiale, avec à la tête de l'État un homme d'exception qui est Louis XVI. On a raconté n'importe quoi sur Louis XVI, un petit bonhomme rondouillard, intelligent, etc. Alors que c'est un géant, 1m92, un homme d'une intelligence exceptionnelle. Je le compare beaucoup au Shah d'Iran, vous voyez. Il a voulu trop précipiter les événements. Il n'a pas suffisamment écouté, justement, les doléances populaires. Et donc, et puis il a été bloqué par le système. Ça, il faut le dire, parce que dès qu'il monte sur le trône, il veut bousculer le système, et en fait, c'est le système qui va l'arrêter, et lui empêchant toute réforme. Et donc, c'est un système vraiment sophistiqué, une civilisation sophistiquée. De surcroît, cet homme, c'est un médecin, qui descend lui-même d'un père médecin. Donc, intellectuellement, il est remarquablement doué, intelligent, subtil. Et son œuvre est de protéger la vie, voire la sauver. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comme ça va devenir un monstre? Vous savez, c'est la question que se pose Robert Merle. De qui parlez-vous? Robert Merle. Non, mais de qui parlez-vous, de cet homme médecin? Cheftel, le héros de mon roman. Oui, voilà. Le héros. C'est la question que soulève Robert Merle dans La mort est mon métier. Qu'est-ce qui fait qu'un fils de pasteur va devenir un monstre? Eh bien, c'est la question que je me suis posée au niveau de Cheftel, qui connaît tous les grands du système, que ce soit Marat, que ce soit Robespierre, etc. D'ailleurs, tous ces gens sont des juristes, des médecins, etc. Donc, des gens sophistiqués. Qu'est-ce qui fait que ces hommes deviennent des monstres? Avant de revenir à ce roman, Le miroir sans retour, Rénal Sécher, j'aimerais parler de vous. Comment se fait-il qu'en France, aujourd'hui, il soit encore difficile d'aborder ce sujet? Vous avez vécu vous-même quelques expériences, enregistré des émissions pour des radios nationales, parfois même une télé, puis on vous dit non, ça passera pas. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir, que le sujet dérange autant? Alors, la Vendée, c'est le cancer de la Révolution. Et je pense que, malheureusement, la pensée historique, majoritairement marxiste, marxisante, a bloqué une réflexion objective sur la Révolution. D'ailleurs, je rappelle que tous ces grands intellectuels, Mathiez, Zollard, etc., sont tous robespierristes et ont vu l'arrivée des communistes comme une avancée naturelle de l'histoire, etc. Ils sont vraiment, pour la plupart, marxistes dans l'âme. Je rappelle l'arrivée de Pol Pot à Phnom Penh, qui a été salué par nos grands intellectuels, et quand on pense à ce que ça a entraîné comme boucherie. Et donc, malheureusement, ils ont mis en place un système qui est terrible, qui est un système qu'on appelle la cooptation. Alors, on a du mal à comprendre ce que c'est. C'est-à-dire qu'à partir des années 44-45, le Parti communiste français a imposé un système de cooptation pour le recrutement des enseignants dans l'enseignement supérieur. On pourrait parler de l'enseignement secondaire avec les concours, à la fois l'oral et l'écrit, mais c'est pas notre... On pourrait parler des médias, on pourrait parler de d'autres corporations. Etc. Si bien que, en fait, c'est un système qui s'est reproduit de manière incestueuse. Et on a toujours nommé plus mauvais que soi parce qu'on avait peur de l'intelligence. Mais vous savez, en politique, c'est pareil. Regardez Hollande. Hollande est le fruit de ce système. Et Macron va briser ce système. Je ne sais pas pour combien de temps, mais il le brise.
Bon. Et en cela, c'est extraordinaire qu'un homme seul réussisse là contre tous les appareils. Ils sont très narques, hein. Ils sont très narques, hein. C'est-à-dire, c'est le serviteur qui s'est emparé, c'est un serviteur qui semble, ou qui semblait au moment de la campagne, avoir l'esprit un peu plus libre que les autres. Ah, absolument. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Quand je parlais du serviteur, je parlais de l'ENA. J'avais bien compris, serviteur du système. C'est no good. En fait, c'est no good. Voilà. Et donc, ils ont mis en place un système de cooptation qui a fait que on a paralysé la pensée intellectuelle française, et comme ils se sont emparés de tout le système de réflexion, c'est-à-dire l'université, le CNRS, etc., eh bien, on est dans une pensée bloquée. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de grands chercheurs en France, dans tous les domaines, notamment les sciences molles, et puis, bien entendu, il n'y a plus de grands écrivains. Rénal Sécher est mon invité. On parle du miroir sans retour. Avant de parler de cette histoire, qui n'est pas une histoire inventée par Rénal Sécher, c'est un fait historique raconté par Rénal Sécher. Pour le comprendre, il est important de rappeler l'histoire de la Bretagne. Parce que la Bretagne avait une histoire. Il y a eu un traité d'État à État. Absolument. Alors le docteur Mélènec ne serait pas d'accord avec vous, il viendrait dire qu'il n'y a pas eu un traité, il y a eu une annexion par la force, mais on va quand même être d'accord sur un point, il y avait deux grands États. Il y a deux grands États souverains et indépendants. D'ailleurs, qui ont des ennemis communs et des amis communs. Hein, mais c'est vraiment deux États souverains. La définition de la souveraineté, c'est la monnaie, c'est la fiscalité, c'est la police, c'est les lois. C'est le prince. Hein, qui est à la tête d'un pays indépendant, qui se reproduit par ses propres lois, sa monnaie, etc. C'est ça la définition de l'indépendance. Il a le duché de Bretagne, a son armée, sa marine. J'ai posé cette question pour que les auditeurs comprennent bien. Bien sûr, mais c'est important. Et notamment, ils sont complètement indépendants au niveau de la monnaie. La Bretagne, à l'époque, c'est tout de même les principaux ports de la côte ouest de l'Europe. C'est pas quelque chose d'anodin, vous voyez. C'est un État puissant et qui est reconnu comme tel. Hein. Et lorsque il y a à la fois la défaite de 1488, puis ce double mariage, il y a un traité qui est passé. Alors on peut, comme le docteur Mélènec, remettre en question les bases mêmes de ce traité. Mais quoi qu'il en soit, c'est un traité d'union d'État à État. Et ce n'est pas un traité de fusion. Et la Bretagne, dans ce cadre-là, garde tous ses privilèges. Alors c'est un mot mal perçu de nos jours, c'est-à-dire toutes ses lois particulières et aussi tout son système de représentation, qui est un système double, avec le Parlement de Bretagne et les États de Bretagne. Le roi doit passer à travers ces deux structures s'il veut faire évoluer le système en Bretagne, notamment le système fiscal. Ça veut dire, je vais prendre un exemple, voilà, je vais en prendre deux. Rien n'aurait changé avec la Révolution, on serait toujours avec un roi, voilà, le descendant. L'État veut dire, je crée la CSG. Il aurait fallu demander l'autorisation au Parlement breton d'appliquer la CSG en France. L'État dit on va mettre le 80 km/h sur les routes à double sens. Il aurait fallu demander l'autorisation en Bretagne. Voilà, absolument. C'est ça la souveraineté. Et oui, c'est ça, il n'aurait pas pu. Mais la Révolution a mis tout à zéro. Tout à zéro. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a tout un débat à l'époque. Mais est-ce que sur le plan du droit international, il n'y a pas moyen de ressoulever maintenant cette question? Alors, tout est possible, tout serait possible, mais il faut trouver la bonne instance et les bons juristes. Mais à l'époque, c'est un problème qui a été soulevé par les plus grands juristes bretons qui ont dénoncé, la nuit du 4 août 1789, dénoncé le vote des parlementaires bretons qui n'étaient pas mandatés pour ça. Hein? Et le Parlement a hurlé en disant c'est un coup d'État fait par nos parlementaires. Alors comment se fait-il que des pays
par exemple, des anciennes républiques soviétiques comme l'Azerbaïdjan, annexé pendant un siècle, régime que retrouve son indépendance, devient un État souverain, ils ont pu le faire. Et la Bretagne n'arrive pas à le faire. Et je pourrais citer d'autres exemples de nations dans le monde, non pas qui ont émergé, mais qui sont revenus à la surface. Oui, alors le cas de la Bretagne est un cas très spécifique parce que les parlementaires français, l'État français s'est toujours méfié de la Bretagne. On peut en parler des heures de cela. Ils s'en sont méfiés au moment de la Révolution française, ils s'en sont méfiés tout au long du 19e siècle, mais tout au long du 20e siècle et même du 21e siècle. Et des cotaxes, voilà. Non, mais lorsqu'on prend par exemple la régionalisation, pourquoi? Alors c'est un contresens historique, c'est un contresens économique. Pourquoi le département de Loire-Atlantique est toujours exclu de la Bretagne? C'est absolument un non-sens économique. Mais pour cette raison-là, parce que on ne veut pas, parce qu'on a toujours peur de la Bretagne, on ne veut pas que la Bretagne reconstitue ses frontières naturelles. Oui, mais si elle reconstituer ses frontières naturelles, ça veut dire qu'après, est-ce que intellectuellement, culturellement, elle ne les a pas déjà reconstituées? Et si, absolument, par un certain nombre d'aspects, notamment pour la défense de la langue, par exemple, ce travail remarquable fait par Diwan, parce que je rappelle toujours que ici, vous avez pléthore d'écoles Diwan. Avec Saint-Nazaire, Guérande, La Baule, jusqu'à Pornic. Je rappelle que le petit breton apprend sa langue maternelle comme langue étrangère. C'est incroyable, mais d'ailleurs c'est vrai pour le Corse, etc., puisque la langue unique en France est le français. Mais on pourrait prendre comme ça un certain nombre d'exemples incroyables. Et la Révolution française a vraiment marqué cela en imposant la langue française comme langue unique, enfin voilà, unique. Donc forcément, c'est la loi. N'oubliez jamais que la loi française a deux spécificités. Elle est une et indivisible. Donc, en France, il n'y a qu'une seule langue, le français. C'est tout le débat qu'a voulu soulever la Corse lors de l'arrivée, lors de la venue de Macron sur son territoire. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça reprenait tous les éléments mis en avant par Paoli en 1789. Oui, alors maintenant, vous avez les souverainistes qui, à cet argument, vous répondront. Je dis bien les souverainistes, voilà, vous m'avez compris. Bon, vous êtes bien gentils, on est d'accord avec vous, c'est pas qu'on est contre le breton, on n'est pas vraiment contre le basque, ni contre le... Mais maintenant, si on se mettait à ouvrir ce dossier des langues, ce serait ni le corse, ni le basque qu'on apprendrait en deuxième langue à l'école, ou en première langue. Avec, évidemment, les phénomènes migratoires dans de nombreuses banlieues. Moi, je fais pas de politique, je suis un historien. Hein. Moi, oui, j'essaie de comprendre. Personnellement, je ne partage pas du tout cette opinion, et je pense qu'effectivement, c'est l'addition des différences qui fait la force d'une patrie. Hein. Il faut cultiver la différence. Plus on est différent, plus il va y avoir de la valeur ajoutée. Je prends un exemple. Vous avez eu l'Institut de Locarno qui a été créé dans les années 80-90, sous l'impulsion d'un grand homme qui avait réfléchi sur l'avenir de la Bretagne dans le système global. On est très en avance. Et Joseph Le Bihan, cet homme remarquable, avait créé un concept extraordinaire qui était la glocalisation. C'est-à-dire, plus on est enraciné, plus on a une identité forte, plus on est puissant. D'ailleurs, il faut définir l'identité. Monsieur Sarkozy, en tant que président, avait demandé aux Français de s'arrêter et de réfléchir sur cette notion d'identité. On s'était gaussé de lui, etc. Et je crois qu'on a eu tort. Je crois qu'à un moment donné, surtout lorsqu'on est en crise, il faut savoir s'arrêter, savoir réfléchir. Qu'est-ce que c'est l'identité? C'est savoir d'où on vient, savoir qui on est à l'instant T, au moment où je parle, et savoir où on veut aller ensemble. Collectivement. Oui, mais les gens ne l'ont pas compris. Parce que vous parlez en tant qu'historien. Ça veut dire, vous dites, une nation, 60 millions
de personnes, rassemblez-vous, voyez d'où vous venez, mais ce voyez d'où vous venez, il est collectif, et ça voulait dire que le fils ou le petit-fils de Harki, de tirailleurs sénégalais, de fermiers de la Somme, étaient ensemble dans la même pièce pour comprendre qu'ils appartenaient à la même nation et qu'ils voulaient construire une France. Demain, avec quelle identité cette France devait-elle avoir? C'était la question qui était posée. Et en réalité, une sorte de manipulation médiatique, je pense, pour dire au petit-fils de Harki ou du tirailleur sénégalais, tu vois, on te parle d'identité, si t'es blond, si tu n'es pas blond aux yeux bleus, tu ne seras pas accepté. Et on veut t'exclure. C'était un peu ce qui s'est passé, je crois. Je pense qu'on aurait dû s'arrêter et réfléchir sur l'échec de la décolonisation. Je crois que tout est là. Pourquoi il y a eu cet échec fracassant de la décolonisation française, ce qui n'a pas du tout été le cas chez les Anglais. Chez les Allemands. Quand j'étais en Sciences Po, j'avais un de mes amis qui était algérien. Et un jour, on débattait justement sur l'identité régionale, j'aime pas ce mot personnellement, provincial, j'aime pas non plus ce mot, pays soumis, capitale, le pays, c'est la tête, hein. Les mots ne sont pas innocents, de la région Bretagne. Et je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi il y a eu cette violence en Algérie. Il me l'a expliqué avec des mots très simples. Quand les Français sont arrivés en 1830-1832, ils sont arrivés avec la gloire de leur savoir et leur générosité. Ils ont mis en place un système scolaire qui avait pour deux missions, celle d'informer et déformer, avec une nuance. Informer, je veux bien, et déformer. Déformer, c'est-à-dire le local. Alors, on va... Je précise bien pour que retenons, si vous voulez, mon mot, former. Et nous avons éliminé physiquement l'élite. Nous l'avons éliminé physiquement. Alors que les Anglais, eux, l'ont maintenu au pouvoir et ils l'ont pris sous sa tutelle pour la former. Bien. Au bout de quelques générations, le petit Algérien, lorsqu'on lui apprend, mes ancêtres étaient les Gaulois, on connaît l'histoire, il lève la main en disant, j'en ai parlé à papa, il me dit, non, ce n'est pas vrai. Et l'institut, qu'est-ce qu'il fait? Instituteur, créé en 1792 pour imposer le dogme des institutions jacobines en France. Et bien entendu, dans le reste du monde. Le mot instituteur n'est pas un mot innocent. Bien. Un coup de baguette. On s'est soumis, il y avait une violence. Sauf que la génération suivante, celle qui a fait la guerre de 14-18 et puis qui a participé à 39-45, elle est fière de ce qu'elle a fait. Et elle revendique, bien sûr, son droit à la vérité. Et lorsque l'instituteur lui donne un coup de baguette, lui il prend la baguette et il la casse. Et l'instituteur le punit. Et bien ça c'est inacceptable et on prend les armes. Vous voyez? Et c'est tout à fait logique. On n'a pas réfléchi à ça. Je pense que demain risque d'être extrêmement violent parce qu'on ne respecte pas les droits fondamentaux à la fois des hommes dans leur individualité, mais aussi dans leur spécificité identitaire. Et il n'y a pas une identité unique en France. Il faut être jacobin pour dire une telle hérésie, je dirais... c'est le discours des souverainistes aujourd'hui. Non, pas tout à fait. Non. Pas tout à fait. Et en même temps, eh bien, cette union de différences, c'est ce qu'on appelle la glocalisation, peut donner une force extraordinaire. Alors, nous allons parler de votre livre, Le Miroir sans retour, aux éditions du Rocher. C'est important de parler de la Bretagne. C'est l'histoire vraie, l'histoire le moment où la Bretagne a failli basculer, la Bretagne aurait pu basculer, la Bretagne aurait pu peut-être devenir une sorte d'État indépendant. Aujourd'hui, on serait totalement dans une autre situation. Et ça a été
sur un combat et sur une trahison d'un homme très proche. C'est surtout l'histoire d'une trahison. La grande différence qu'il y a entre la Bretagne et la Vendée, c'est que la Bretagne est un pays de droit parlementaire, avec une élite très bien formée et une élite plutôt universelle. Prenons le cas de la Rouërie, qui a participé activement à la guerre d'indépendance des États-Unis, qui est d'ailleurs un ami personnel de Washington, du général Washington, Le et marquis du président. de la Rouërie, qui est le héros, enfin le deuxième héros de ce livre. Absolument. Et une élite très bien formée en Bretagne, hein. Une élite politique, une élite nobiliaire, une élite bourgeoise et une élite paysanne. Hein. Et d'ailleurs, l'écho de tout ça, c'est incroyable richesse de la Bretagne lorsqu'on lui a donné une certaine liberté à partir de la Seconde Guerre mondiale. Ce génie additionné qui a donné une renaissance économique incroyable. Et donc, cette réflexion qu'on a soulevée tout à l'heure, par rapport à la nuit du 4 août 1789, va soulever un certain nombre de critiques chez les parlementaires, dont la Rouërie. D'autant plus que la Rouërie, qui est un libéral, mais avant tout un breton, s'est dit on va profiter de la crise sur laquelle semble sombrer la monarchie française pour retrouver notre indépendance et pour apporter des doléances extrêmement précises au roi. Et le comble, c'est qu'il va Ou au futur arrêté. État français. Le roi était encore là. Peut-être au futur État parce français. Parce qu'il est monarchiste. Hein. Oui, mais enfin, même s'il était monarchiste, il voit la monarchie tomber. Non, et il ne réfléchissait pas du tout comme ça en 1788-89. Hein. Il voyait l'affaiblissement de la monarchie, mais il arrivait à la monarchie constitutionnelle. C'était ça son idée, à l'anglaise. Et il va apporter les doléances des parlementaires bretons à Paris, et il va se faire arrêter le 14 juillet 1788, et va être enfermé dans le Novotel de luxe qui est cette prison incroyable de la Bastille. Bon. Et là, on a exactement, je dirais au fil des heures, tout ce qui s'est passé au sein de la Bastille. Il est accueilli joyeusement par le gouverneur, il amène ses valets, ses meubles, même sa maîtresse, Madame Fleury, et il va passer comme ça quelques semaines extraordinaires. Hein. Lorsqu'il va être libéré, il va revenir en Bretagne et être traité comme un héros. Et on se dit, on n'a pas le choix. Il va falloir profiter de l'affaiblissement du pouvoir tutélaire du roi pour que la Bretagne retrouve une certaine autonomie. Et il va mettre en œuvre ce qu'il a vu se faire aux États-Unis par un système de rayonnement dans l'eau. Vous savez, quand vous jetez une pierre dans l'eau, il y a comme ça les ondes. Les ondes. Il va comme ça, à partir de son château, qui est juste sur la frontière brito-normande, mettre une structure à la fois de réflexion, mais aussi un noyau, ou je devrais dire des noyaux locaux, pour informer la population et pour la préparer à la prise des armes. Des antennes régionales, en quelque sorte. Des antennes locales de pays, on dirait en Bretagne. Et c'est un travail extraordinaire qu'il va faire, d'autant plus qu'il va travailler au niveau de l'international pour, entre autres, parce que c'est un monarchiste, avoir l'aval du frère du roi. Et cet homme, le marquis de la Rouërie, a un homme de confiance, a un ami, Valentin Chevetel. Chevetel, il a vraiment existé aussi, hein, je précise que ce n'est pas une fiction, hein, voilà, c'est important de le dire, Renate Secher. Vous racontez tout cela dans Le Miroir sans retour. Moi, j'aurais peut-être mis un sous-titre. Comment la Bretagne a failli basculer. Vous seriez d'accord, oui. Si j'étais votre éditeur, j'aurais mis un bandeau, voilà, comment la Bretagne a failli basculer. Et cet homme de confiance, pratiquement jusqu'au dernier souffle, lui fait croire qu'il est avec lui, mais en fait, il balance tout.
Mais c'est vieux comme... C'est le traître par excellence. Voilà, le traître. Il balance tout à qui? Comment ça se passe? Il va avoir temps... En fait, j'ai essayé de réfléchir comment cet homme va trahir un homme qu'il reconnaît être extraordinaire. Il dit la Rouërie est un homme fin, est un lettré, c'est un homme doux, c'est un homme proche du peuple, etc. Mais il est riche. Et en fait, lui qui est un médecin de campagne, il ne peut pas accepter de ne pas être riche. Et très tôt, il va prendre en grippe le marquis de la Rouërie parce qu'il n'accepte pas que celui-ci soit riche, soit ce qu'il est, alors que lui, eh ben, il n'a pas cette richesse, c'est l'envie. C'est très français, ça, finalement. Oui, ça n'a pas changé. C'est humain. Hein. Ah non, vous avez des civilisations, on se dit, plus tard, ce sera à moi, ou c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Eh non, c'est pas humain. Et donc, c'est français. Ce qui est extraordinaire, c'est que le médecin personnel de la Rouërie, c'est son père. Mm. Et il va rentrer dans l'intimité de la Rouërie par hasard, parce que son père, un jour, ne peut pas aller au chevet de la femme de la Rouërie, qui n'est pas moribonde, qui est, disons-le, dépressive. Bon. Et en fait, on va rentrer là dans un processus incroyable. Cet homme va rentrer dans son intimité, va lui faire croire qu'il est son ami, va l'étudier, et plus il est proche, plus, parce que c'est un homme qui fait confiance par nature, plus le marquis de la Rouërie va se confier à lui. Et ça, c'est incroyable. C'est une trahison, mais inouïe, d'une hallucinante. Mais comment Chevetel arrive-t-il à se rapprocher de Danton? Danton comprend l'importance d'avoir cette relation et d'avoir Chevetel qui vient régulièrement tout lui balancer. Alors, c'est le fruit du hasard. Je disais, la Rouërie est un homme d'une fidélité incroyable. Lorsqu'il donne son amour ou son affection, il ne la remettait jamais en question. Et Chevetel, qui est le médecin de famille de la Rouërie, qui vit au château, s'ennuie. Et il le sollicite pour faire en sorte qu'il soit le médecin du comte d'Artois. Alors, qu'est-ce que c'est être médecin du comte d'Artois? En fait, c'est un système tutélaire. C'est-à-dire que vous mettez ça sur votre plaque, médecin du comte d'Artois, et vous avez comme ça une clientèle naturelle. Vous savez, c'est à l'heure actuelle... Comme pour le vin, être fournisseur de la reine d'Angleterre. Voilà, c'est exactement la même chose. dire. Et le hasard va faire que dès le premier jour, il va rencontrer un autre médecin qui est Marat. Alors Marat est un fou, hein. Que de relations en si peu de temps. C'est Marat, là. Parce que Marat est lui-même médecin de comte. Et donc, c'est le hasard. Et il faut pas oublier que Marat était viré d'Angleterre pour folie. Et il arrive en France. Et puis, on est dans la pré-révolution. C'est un tout petit comité qui se forme de hasard. On se retrouve dans les mêmes lieux. Il y a des joutes verbales, etc. Et puis à l'occasion de ces joutes verbales, on se prend d'intimité par l'échange. Et donc il va être amené à rencontrer comme cela, à partir de l'amitié qu'il a avec Marat, eh bien les plus grands jacobins qui soient, c'est-à-dire entre autres Danton, Robespierre, Carnot, etc. Quelle histoire incroyable. Et alors, donc, Chevetel prend conscience finalement après 89, on est en 92 là, du projet de la Rouërie, et c'est le traître, quoi. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, tous les choix, j'allais dire à cause de lui. Absolument. Ou grâce à lui, diront certains. Non, ce qui est extraordinaire, c'est que on connaît parfaitement l'évolution de son histoire, hein, et parce qu'il y a tous les écrits, etc. Et donc, c'est absolument précis. Valentin Chevetel n'est pas animé par le moindre idéal. Monarchie, révolution, jacobinisme, tout ça, il s'en fout. C'est même pas. Lui, ce qu'il veut, c'est profiter du système pour s'enrichir, pour avoir les plus hautes fonctions qu'il puisse avoir à l'époque. C'est la mécanique humaine. Alors là, ça c'est très juste.
Et ça va le faire emmener très très loin. Et en fait, tout va basculer quelques jours avant Valmy. C'est là où tout va basculer. Parce que le hasard fait que la Rouërie vient voir Cheftel à Paris. Il dit, ben voilà, c'est bientôt fini. Parce que les Alliés arrivent par l'Est. Et dès qu'ils vont arriver à un lieu dit, eh bien, tout l'Ouest va se soulever. Et on va prendre en tenaille Paris. Paris tombe et on remet sur le trône le roi. Et ce que fait Cheftel, il se précipite chez Danton, qui vient de s'emparer du ministère de la Justice, mais qui est aussi le gestionnaire du Trésor royal. Et il va envoyer un délégué à Brunswick, qui est ruiné par le jeu, ruiné par les femmes, et il va négocier Valmy, en disant, on va donner une apparence de bataille, mais on va te payer pour que tu fasses reculer tes troupes. Et Brunswick accepte cela. Et en fait, c'est Cheftel qui, en donnant l'information, cette information capitale à Danton, va être à l'origine de Valmy, qui n'a jamais été la bataille qu'on en a voulu dire. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a jamais eu la déripette chez les armées autrichiennes, etc. Tout ça, c'est de la pure invention politique. Cheftel est aussi au courant. Alors, il y a les Anglais qui veulent aider la résistance, en quelque sorte, la rébellion, leur fournir des armes. Cheftel est au courant, et là aussi. Et là aussi, il participe à tout. Alors, le rôle des Anglais, on a du mal à comprendre. Dans un premier temps, les Anglais vont profiter de la situation, et ils vont même payer les grands leaders français pour accélérer la révolution et abattre non pas la monarchie, mais le pouvoir, la puissance de la France. C'est de bonne guerre. Et puis, il y avait la revanche de la guerre d'indépendance qui a été payé partiellement par la France. C'est de bonne guerre, tout ça. Bien. Mais rapidement, les Anglais vont comprendre que si la monarchie s'effondre, il va se mettre en place, en France, c'est Burke, 1790, il va se mettre en place un système totalitaire qui va fracasser l'équilibre en Europe, et donc dans le monde. Et en plus, ce système est absolument anti-monarchique. Et donc, dans un deuxième temps, ils vont essayer de réparer les dégâts qu'ils ont commis en finançant la contre-révolution. Je dirais même, il est trop tard. Le débarquement de Quiberon vient beaucoup trop tard. Hein, c'est trop tard, ça y est, la partie est jouée, et le système jacobin, par sa violence, s'est imposé non seulement en France, mais sur tout le continent. Je souris quand je vous écoute, Reynald Secher, parce qu'en réalité, l'histoire se répète incroyablement. La description que vous venez de me faire, on aurait pu faire cette même analyse sur le Moyen-Orient, actuellement. Absolument. Voilà, mais même, on veut détruire l'autre, mais finalement on s'aperçoit que l'autre qui veut venir à la place est encore pire, donc on fait en sorte de l'affaiblir vraiment, mais que les autres ne gagnent pas, c'est exactement ça. C'est l'histoire du wagon plombé, payé par Guillaume II pour faire tomber le tsar, mais c'est la naissance du national-socialisme, etc. Vous voyez, qui est financé par des grandes puissances pour abattre un système, et malheureusement, le système qui est pire. Alors, ce roman, qui est en fait un travail historique, on l'appelle roman parce que vous êtes très scrupuleux, faites attention, si c'est pas 100% vrai, on ne peut pas dire que c'est roman. On peut dire, vous avez dit, je crois qu'il y a 80% qui se passe parce qu'en fait, réel. Après 20%... Oui, parce que, en fait, les faits eux-mêmes sont vrais. Sauf deux choses que j'ai inventées de pure pièce. Je ne vais pas entrer évidemment dans le détail, mais parce qu'il a été très loin tout de même, Cheftel, dans son système de pillage, etc. Bien. Il a même fait emprisonner ses amis dans des maisons de luxe en les rançonnant. Et à partir d'un moment donné, s'il ne pouvait plus payer, bien sûr, on ne sait pas que c'est lui, il les fait envoyer à la guillotine. C'est un système incroyable. Et c'est un système qui est géré au plus haut niveau de l'État.
Et il va arriver, grâce à cela, en ayant fait en sorte de se faire oublier, maire d'Orly, ce qui est inouï. Et en fait, je suis allé dans les archives d'Orly, c'est très intéressant les comptes rendus du préfet. Il faut savoir que c'est le préfet qui nomme le maire, qui n'est pas du tout élu au suffrage universel indirect. Il faut attendre 1884. Le rapport au moment de sa mort qu'il fait sur Cheftel est un rapport terrible. Homme détesté car détestable. Vous voyez, donc il a toujours été ce qu'il a été avant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était fondamentalement détestable. Et ce qui est incroyable, c'est que le système politique non seulement l'a reconnu, mais l'a soutenu. On a même voté une loi d'indemnisation sous le faux nom, sous le nom d'emprunt qu'il avait pris pour trahir. C'est inouï. C'est inouï. Le nom de Cheftel devrait être connu de tous les petits Bretons. Bien sûr, alors ça c'est très intéressant. Je vous racontais, on m'avait demandé de faire un article sur lui, et je suis allé dans son village natal, Bazouges-la-Pérouse, et j'ai été accueilli par une dame très aimable, et je lui ai posé la question où habitait Cheftel pour prendre une photo de sa maison. Elle m'a regardé avec des grands yeux en disant « Je ne connais absolument pas cet homme ». Je dis, mais il y a bien un historien local. Il dit, ben, ça tombe bien, il est en réunion avec le maire. Donc, elle va le déranger. Et là, elle est revenue, elle était blanche en disant, c'est qui cet individu? Quand je lui ai posé la question, il me dit, je ne veux jamais entendre parler de lui. Et même dans la conscience populaire locale, il est complètement oublié. Et en fait, Bazouges-la-Pérouse, c'est une commune de caractère. Et sur toutes les maisons de caractère, il y a une plaque. Et la maison qu'habitait Cheftel est une maison de caractère. Il n'y a pas de plaque. Donc il a laissé oublié, mais on n'a pas mauvais... vraiment oublié. Eh oui, c'est dans l'inconscient encore. C'est très intéressant de faire ce constat plus de 200 ans après. On ne veut pas en entendre parler localement. C'est le traître. Oui, mais le destin de la Bretagne a basculé finalement. Absolument. Et je pense que c'est lui qui a joué le rôle essentiel dans ce basculement, avec un certain nombre de politiques locaux, mais le rôle de Cheftel est un rôle clé, vraiment clé. Voilà, cette histoire stupéfiante, vraie, racontée par l'historien Rénal Sécher, Le miroir sans retour, aux éditions du Rocher. Avant, si je peux me permettre, il a tellement bien trahi que même tardivement, on n'a pas su ce qu'il avait fait. Lorsque Chateaubriand écrit son ouvrage clé de Mémoire d'outre-tombe, il cite Cheftel. Mais positivement. Et en fait, il va falloir attendre l'entre-deux-guerres pour découvrir la réalité de ce qu'avait fait cet homme et la réalité de cette figure. Et moi, je n'ai fait que reprendre les écrits, aller tout vérifier au niveau des archives pour faire ces écrits. C'est la première fois qu'on a un livre consacré à cet homme. Et c'est le travail de Rénal Sécher. Avant que vous nous quittiez, Rénal Sécher, j'aimerais vous poser une question. Vous avez aussi une association Mémoire du futur. Parlez-nous-en. Alors, je suis de ceux qui, très tôt, ont pris conscience de la violence qui allait nous fracasser. Et qui est terrible. Mais dans tous les domaines, on peut parler du domaine intellectuel, on en a parlé tout à l'heure du domaine économique, etc. Mais aussi au niveau du patrimoine. Le problème, c'est que on a un patrimoine extrêmement sensible, fragile et souvent très coûteux. Et comme il est très coûteux et que la fiscalité en France, elle est très mal faite
conservation du patrimoine. Moi, j'admire beaucoup le travail que fait Berne. Et je dis bravo. Mais c'est pas comme ça qu'il faudra attaquer le problème. Il faudrait l'attaquer, comment dire, dans le cœur même, c'est-à-dire au niveau de la fiscalité. Un châtelain n'est pas riche de son château. Ah, on en connaît ici, oui. Ils sont pas riches de leur château. Le gars n'arrive même pas à se chauffer l'hiver et de dormir dans des couvertures chaudes parce qu'il n'a pas les moyens de payer son chauffage. Et il nous l'a dit. J'aime beaucoup, on devrait copier le système anglais, là encore, hein, le National Trust. Ils ont mis en place au 19e siècle tout un système d'accompagnement des gestionnaires, des propriétaires, des éléments du patrimoine. Et j'ai pris conscience de cela dans ma commune natale, la Chapelle-Basse-Mer, où il y avait une chapelle du 10e, 11e siècle ruinée. Et là, je me suis dit, c'est pas possible qu'elle soit rasée, puisqu'il y avait eu un arrêté de péril de lancer. Et donc, avec quelques amis, j'ai dit, je vais la racheter et je vais me donner les moyens de la restaurer. Et c'est pour ça que j'ai créé cette association Mémoire du futur de l'Europe. Et à partir du travail de sauvetage que j'ai fait, j'organise comme ça un certain nombre de manifestations, comme des conférences. J'aide des gens qui ont des problèmes pour sauver les bâtiments. Je prends un exemple. Les maires ont un énorme problème avec les églises. En règle générale, elles sont très peu utilisées. Et deuxièmement, elles coûtent très cher en entretien. À chaque fois qu'on a voulu faire un référendum pour demander à la population ce qu'on voulait faire de cette église, soit la raser, soit la restaurer, systématiquement, c'est la restauration qui est retenue par le peuple. Et les maires, pour eux, c'est insoutenable parce que cela piège leur budget. Et ce qu'ils font, c'est une chose très simple. Ils n'entretiennent plus les couvertures. Et donc, à partir des infiltrations, eh bien, les bâtiments se déstabilisent, etc. Et moi, ce que je dis simplement quand je vais former des gens pour les prévenir, pour leur donner les méthodes, pour restaurer, etc., surveiller les toitures. Et la première chose à faire, lorsque vous voyez quelques ardoises qui ne jouent plus leur rôle, allez voir votre maire en disant, tiens, il y a un problème, il faut faire venir le couvreur. Et en général, le maire va faire semblant de ne pas entendre ou ne fera rien. Eh bien, payez vous-même le couvreur. Ça coûtera 100, 200, 300 euros. Faites le don à une association. Bricolage de voilà, ce petit bricolage, parce que nous allons avoir besoin de nos édifices religieux au XXIe siècle. Je suis de ceux qui disent que le XXIe siècle sera un siècle religieux. Parce que on ne peut pas se reproduire dans le néant. Ce n'est pas possible. L'homme humain est un homme de pensée, est un homme de spiritualité. Si le christianisme est balayé, le vide laissé, mais c'est Chateaubriand qui le dit, sera autre. L'islam, autre, je ne sais pas quoi. Hein? Mais l'homme est avant tout esprit, spiritualité. Et donc, il faut coûte que coûte entretenir ce patrimoine. Mais on parle des églises, on parle des châteaux, mais c'est aussi les objets, les vêtements. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai sauvé comme ça 880 croix. Vous savez, on est en train de nettoyer les cimetières. Et je lance un appel à votre micro. Si vous connaissez l'existence de croix qui vont être supprimées, etc., prévenez-nous. Nous, on va venir les chercher et on va leur donner une nouvelle vie. Les 880 croix, eh bien, on les a toutes réimplantées partout. Rien que dans la commune de la Chapelle-Basse-Mer, commune, hein, on a, sur le territoire communal, on en a réimplanté 3, c'est-à-dire les anciens calvaires, on les a rétablis, etc. Dans les familles, dans les propriétés, etc. Donc, les vêtements religieux, surtout ne les jetez pas. Appelez-nous, on va vous les prendre. Les objets religieux, les calices, surtout ne les vendez pas.
C'est un crime. Redonnez-les-nous. Mémoire du futur de l'Europe, vous avez notre aide. Nous, on va les redonner, pour le redonner à d'autres qui vont leur donner une nouvelle vie. Avec quel argent arrivez-vous à faire ça? Il faut qu'on vous aide aussi. Donc, alors, arrivez-vous à... Oui, on est une association qui a des donateurs. Hein. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait toujours avec des dons privés. On n'a jamais reçu de l'argent public. Jamais. Ça n'existe pas. Hein. Donc, tout ce que l'on fait, notre politique de sauvetage, d'anticipation, etc., on le fait avec notre argent. Hein. Donc, même vos archives. Le jour, il y a une famille qui m'a appelé en disant, voilà, on voudrait que vous nous triez nos archives. Je dis, ok, je vais vous le faire, il n'y a pas de souci. Je vous le fais gratuitement. Bien. Je dis, mais vous allez faire quoi de ça? Ah ben, on va les vendre. Je commence à les vendre. Oui, toutes les archives secondaires, on brûle. Et les archives, vous nous dites que ça vaut quelque chose, ben, on va les vendre. Je dis, mais c'est criminel. Nous, moi, si vous voulez, je vous les rachète forfaitairement et on vous sauve pour vos archives si c'est un problème d'argent. Hein. Là, par exemple, ce matin, j'étais à la Chapelle-Basse-Mer, il y a un paysan qui vient me voir en disant, ben voilà, on va faire une zone industrielle. Sur cette zone, il y a un moulin, il y a un four à pain qui date du XVIe siècle. Il y a la date dessus. Est-ce que vous pourriez le sauver? Le sauver, c'est très compliqué. Eh bien, je vais obtenir l'accord de l'industriel qui est propriétaire du terrain, et nous allons passer 1 mois à démonter ce four à pain et à le réimplanter ailleurs. Vous voyez, c'est pas compliqué, et on a sauvé ce four à pain, mais exceptionnel. Bon. Donc il faut pas hésiter. Vous avez un bien, vous ne savez pas qu'en faire, n'hésitez pas, on est là pour le reprendre, on est là pour le réhabiliter, etc. Et surtout, chacun d'entre nous est responsable. Chacun d'entre nous doit être un acteur. Si nous voulons conserver notre patrimoine pour demain, il ne faut pas conserver le patrimoine pour lui-même. Il faut lui donner une vie, une nouvelle vie, une chance. Eh bien, soyez acteurs de cette transmission. Et il faut le faire ensemble. Et on se renseigne, vous avez un site internet, mémoiredufutur.fr. Mémoire du futur, de Rénal Sécher. Merci, c'était une très belle interview, on a débordé, mais c'était vraiment très bien, Rénal Sécher. Vous avez parlé de votre nouveau livre, Le Miroir sans retour, aux éditions du Rocher, un roman historique, mais un roman historique réel, qui n'est pas de fiction, qui raconte finalement comment la Bretagne a failli basculer et la Bretagne aurait pu peut-être aujourd'hui être un État à nouveau, indépendant. Je dis bien à nouveau, il est très important. Rénal Sécher, merci. Je sais, vous passez parfois pas très loin. Faites-moi signe, vous serez toujours le bienvenu. Merci pour qu'on reparle et qu'on ait encore à nouveau une autre conversation. L'historien Rénal Sécher était mon invité sur CareNews. Merci pour votre accueil.